On est dans un pays où les défis sont nombreux, mais où les opportunités sont également présentes. Fatou Baldé a su tracer son propre chemin dans le monde des affaires avec passion et détermination. Elle a bâti son empire commercial. Elle occupe plusieurs hautes fonctions. Elle est la présidente de la COFEL, c'est une organisation de défense des droits des femmes. Elle est également membre de plusieurs organisations de la société civile. En plus, elle a été le chef de cabinet au ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Mais aujourd'hui, nous allons particulièrement nous intéresser à son parcours entrepreneurial. Son parcours est une preuve vivante de la résilience et de la détermination des femmes entrepreneurs en Guinée. Bonjour Fatou. Bonjour Khadija et bonjour à tous les téléspectateurs. Merci et bienvenue dans Boss Lady. Alors Fatou, si vous devriez vous définir en une phrase, que diriez-vous? J'aime relever les défis. D'accord. Alors justement, pour relever des défis, on va en revenir, mais apparemment, Firsi n'est pas votre première entreprise. Vous avez été directrice d'une entreprise Soutracom Guinée? Oui, je le suis. Okay. Vous êtes toujours... D'accord. Je sais que vous avez un parcours très long, on ne va pas tout définir, mais est-ce que vous pouvez nous citer quelques moments clés et surtout, qu'est-ce qui vous a poussé à créer Firsi? En fait, Firsi est venu d'abord d'un besoin personnel de m'habiller et de me définir à partir de mon mode vestimentaire. J'avais envie de porter des habits de qualité parce que souvent je suis amené à représenter la Guinée ou des organisations sur des espaces à l'international et ça me faisait mal que je n'avais pas un tissu de bonne qualité que je pouvais porter et que tout le monde me dise « Waouh, ça vient de Guinée ». C'était d'abord la motivation principale. Donc, en 2015, je devais aller à un grand forum à Paris. Et l'année-là, je m'étais fixé comme objectif quand même de porter une tenue guinéenne, mais de très bonne qualité. Voilà comment l'aventure est partie. J'ai essayé de faire sur du bazin riche. Difficilement, j'ai eu même une teinturière qui acceptait de le faire. Il a fallu que je lui dise, si ça se gâte, tu n'as rien à craindre, mais je veux tenter une expérience. Elle a essayé, j'ai récupéré les tissus, c'était très bien, c'était très beau, elle-même était étonnée. J'ai essayé de les stabiliser pour ne pas que ça me tâche, mais de manière vraiment très archaïque. Et quand j'ai porté, je suis allé là-bas, tous les Guinéens et même tous les Africains, tout le monde était admiratif face à ces tenues. Donc à mon retour, ici même j'ai porté certaines de ces tenues. Les gens les ont tellement apprécié que je n'avais pas d'autre choix que de me lancer. Voilà comment c'est venu. Donc vous avez saisi une opportunité d'affaires. C'est très bien. Mais Fatou, vous avez une phrase que j'ai envie de citer dans une interview. Vous dites « J'ai appris à capitaliser sur mes opportunités plutôt que de m'apitoyer sur mes difficultés ». Comment vous appliquez cette philosophie dans votre vie professionnelle? Je sais que même dans cet exemple-là, vous l'avez dit, mais... Oui, au fait, j'ai appris que plus on positive dans la vie, on attire des énergies positives. Plus on est sceptique, on ne croit pas en ce qu'on fait, le taux d'échec est élevé. Donc moi, tout ce que je fais d'abord, j'essaie toujours de voir quels sont les avantages liés à ce que je vais entreprendre. Comme on dit que les échecs ne sont pas forcément des échecs, mais c'est des leçons à tirer pour aller vers des opportunités. Donc j'agis comme ça depuis toujours. Difficilement je vois le mauvais côté des choses. J'essaie toujours de positiver. Alors certes qu'il y a des difficultés, mais je cherche à comprendre le pourquoi des difficultés et comment les surmonter pour que et moi et l'entreprise nous puissions survivre à cette difficulté-là. Je rappelle, parce que j'ai parlé de Firsi rapidement, je considère que tout le monde connaît, mais il faut quand même rappeler à ceux qui nous suivent. Firsi, c'est une marque déposée de bazin. Alors, vous le direz mieux que moi, peut-être. Allez-y. Firsi, c'est le nom de la marque. La marque s'appelle Firsi. Mais derrière Firsi, il y a un procédé de fabrication. Il y a un brevet derrière. La formule de fabrication qui fixe définitivement la couleur, même au lavage. Ensuite, la marque est déposée au niveau de l'organisation africaine de la propriété intellectuelle. Ce qui fait que personne ne peut utiliser sur ces tissus le nom Firsi. Il y a un logo, il y a les couleurs, il y a les polices de caractère, tout a été déposé et voilà. Donc là actuellement nous allons vers les procédures de certification ISO
Puisque nous travaillons dans un domaine très polluant, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte. Le traitement de nos travailleurs, leur protection sur les sites de travail, leur, comment on appelle, la réduction de la toxicité des produits sur l'écosystème. La protection de l'environnement. La protection de l'environnement, tout ça, c'est des éléments qui entrent en ligne de compte et que nous sommes presque à 80% de taux de taux d'atteinte. Et une fois que cela est atteint, notre textile sera certifié ISO 9000 et labellisé. Non, déjà nous sommes labellisés, mais nous allons avoir la certification ISO qui prouve que nous répondons à certaines normes universelles de fonctionnement d'une entreprise et que nous travaillons de façon à ce que notre action parte en ligne directe avec le développement durable. Parce que toute entreprise qui n'intègre pas le développement durable, elle est appelée à disparaître. Absolument, dans le monde actuel. Et FIRCI, c'est une SA et une SARL, c'est quelle forme d'entreprise? FIRCI, c'est une SARL dont je suis l'unique associé, mais nous pensons que au fil du temps, on va devoir ouvrir le capital à d'autres personnes qui viendront s'ajouter à nous. Et c'est pas exclu. Est-ce que FIRCI est connu en dehors de la Guinée? Oui, FIRCI est connu en dehors de la Guinée. Et comment vous faites pour exporter vos produits Mais on les exporte comme tout le monde exporte. Nous avons habillé beaucoup de premières dames africaines. Madame la première dame de l'Angola, celle qui est maintenant ex-première dame du Sénégal. Nous avons habillé pratiquement 80% des membres du gouvernement de Côte d'Ivoire. Pour la Guinée, c'est 100% du gouvernement, je remercie, qui s'habille FIRCI. Et nous avons une invitation au mois d'avril de Madame Antoinette Sassou Nguesso au Congo, qui a découvert ces tissus et qui les a aimés. Et comme Dieu faisant bien les choses, celui qui fait ses habits depuis 20 ans, c'est un Guinéen. Et il lui a dit qu'en fait, ce tissu était fait en Guinée. Et il a dit qu'il souhaiterait rencontrer la promotrice et aussi avoir un bon package dans sa garde-robe. Nous avons habillé Madame Chantal Compaoré, nous avons habillé Jean-Pierre Raffarin. Donc FIRCI, c'est une marque VIP? Non. Je peux dire que FIRCI a toujours existé, nous avons toujours eu nos indigos. Mais la façon dont FIRCI a travaillé, ça a poussé les VIP à porter. Au fait, ça existait et nous avons su aussi classifier. On a créé des collections. C'est-à-dire qu'en venant, tous les motifs qu'on avait trouvés sur le tas que nos mamans et nos grands-mères ont eu à faire, on les a appelés les classiques, la collection classique. Après, on a créé une autre collection inspiration. Ça, c'est moi-même qui dessine des designs et puis je dirige celle qui attache les motifs. Après, on a eu une collection patience. C'est des boubous qui sont tellement longs à faire que quand vous voulez ça, il faut attendre longtemps si le stock n'existe pas. Et puis, voilà, donc on a ces 3 collections et une autre collection qu'on vient de créer qui s'appelle Tout mon FIRCI. C'est-à-dire que dans un boubou, on vous met comme les wax Zaza. Les chemises aussi, on a créé une ligne de chemises et tout dernièrement, on a commencé à faire des chemises comme telles que sont conçues les chemises de façonnable. Mais alors, c'est quoi votre stratégie de marketing? Parce que vous touchez tous ces personnalités, comment vous faites? Est-ce que c'est le bouche à oreille ou bien vous avez votre stratégie peut-être partagée avec ceux qui nous écoutent? En réalité, je n'ai pas fait une stratégie de marketing particulière, hein, mais je suis tellement... C'est-à-dire que quand j'explique mon projet tel que je l'ai conçu et comment j'ai créé ce concept qu'on appelle maintien des filles à l'école par l'autonomisation des mères et que chaque femme qui travaille pour FIRCI a au moins 2 de ses filles scolarisées avec les revenus, c'est beaucoup plus cette redevabilité sociale à laquelle j'ai fait face qui a donné de l'ampleur à mon projet. Je veux dire que à chaque fois que j'explique le chemin, il est tellement parfait qu'on pense qu'il faut le démultiplier. Ce qui a même expliqué que celui qui était chargé de l'opérationnalisation du projet SWED, un Sénégalais, le professeur Babacar Fall, quand il est venu acheter des FIRCI, c'était la première fois qu'il trouvait quelque chose de qualité qu'il pouvait ramener à sa femme. Il était venu pour acheter juste peut-être un petit souvenir, mais il était tellement séduit qu'il a pris plus de 10 complets.
Et en discutant avec moi, il m'a dit, madame, qu'est-ce que vous faites? Je dis, je suis une teinturière. Il a dit, non, vous n'êtes pas une teinturière. Dites-moi la vérité. Quand je lui ai expliqué, il a pris le téléphone, il a appelé le coordinateur du Suède, il a dit, le profil qu'on cherchait pour nous appuyer dans la mise en œuvre du projet, je l'ai trouvé. Donc en fait, FIRSI, c'est une entreprise sociale, si on peut dire. Elle est beaucoup plus sociale en tout cas que commerciale, parce que 35% des marges bénéficiaires retournent aux femmes qui travaillent. C'est ça le principe du commerce équitable. C'est que si moi je prends de l'argent, j'investis sur les femmes, il faut que je les paye correctement pour qu'elles puissent scolariser leurs enfants, aider leurs époux dans les ménages, avoir une certaine épargne, et puis faire aussi leurs activités commerciales à côté. C'est ce que nous avons réussi. Ensuite, je suis une amoureuse de l'environnement. J'ai constaté qu'il y a beaucoup de déforestation. J'ai recruté des jeunes pour qu'on fasse le reboisement de l'indigotier, qui est un arbre qui est menacé par l'extinction. Ensuite, j'ai vu que les femmes partaient au marigot pour aller nettoyer les résidus de soude caustique, ce qui détruit l'écosystème. J'ai entrepris de chaque année donner à un groupement un forage électrique avec toutes les commodités, les cuves et tout. Non seulement ça aide à faire mon travail, mais ça peut aider près de 200 ménages dans les environs qui viennent s'approvisionner en eau. Ce qui m'oblige à revenir sur votre casquette de membre de la société civile, défense des droits des femmes, parce qu'on avait dit qu'on restait sur l'entrepreneuriat, mais on ne peut pas y échapper, parce que vous accompagnez aussi beaucoup de jeunes filles en les coachant et en les donnant des conseils. Qu'est-ce que vous dites concrètement à ces jeunes filles? On sait que par exemple le club des jeunes filles leaders, c'est votre bébé. Bon, oui. Vous savez, il y a des personnes qui naissent avec un chemin tout tracé. L'opinion va les condamner parce qu'elles n'ont pas réussi avec toutes les opportunités qui étaient de leur côté. D'autres qui sont arrivés au même niveau de la ligne, mais qui au début n'étaient même pas prédestinés à ça parce qu'il y avait beaucoup de difficultés au départ. Lorsque vous êtes dans cette première catégorie, la redevabilité sociale voudrait que vous preniez des personnes qui n'ont pas eu les mêmes opportunités pour les pousser. Lorsqu'on aura suffisamment de femmes instruites, suffisamment de femmes autonomisées, même si les lois ne sont pas en notre faveur, elles se transformeront pour être en notre faveur. C'est notre dépendance économique, sociale, culturelle qui fait que nous sommes dans cette situation de précarité pour certaines femmes toute une vie. Alors, je me dis, mon exemple n'est pas forcément le meilleur parce que j'ai eu quand même de l'appui depuis le départ, mais mon devoir est d'être utile aux filles plus jeunes pour leur montrer le chemin. Aujourd'hui, c'est une grande fierté pour moi. Et mes filles sont devenues de grandes dames, de grandes activistes. Elles sont sur des plateaux à l'international. Elles sont en train de se marier. Elles font des enfants. Je me dis que, et là, je les oblige aussi à faire de même. Tel que j'ai été pour elles, elles doivent être comme ça pour les plus jeunes. C'est tellement intéressant parce que c'est l'une des rares associations où j'ai vu la tête changer régulièrement. Ce n'est pas la même présidente. À chaque fois, elles font des élections. Effectivement, il y a tout le temps ils font les congrès, il y a beaucoup de choses. Et puis, chaque membre du club est impliqué de façon entière dans la mise en œuvre. Fatou, on pourrait vous écouter toute la journée. Votre histoire est tellement passionnante, mais on est obligé de faire ça court. Donc, je reviens sur les questions classiques. Quelle est la personne qui vous a inspiré? C'est ma mère. Ma mère, elle m'a construite brique par brique. Elle m'a imprimé chaque trait de son caractère. Depuis petite, elle m'a coachée. On ne s'est pas séparés jusqu'à ce que la volonté de Dieu soit accomplie. On ne s'est pas quitté. Elle a veillé sur moi. Même quand je m'asseyais et qu'elle me regardait, je savais que je n'étais pas dans la bonne posture. Elle m'apprenait, lorsque tu es parmi les sages, voilà comment tu t'assois. Quand tu es en position de leadership, voilà la posture qu'il faut prendre. Lorsque tu es dans une situation de détresse, voilà comment. Elle m'a expliqué même la façon de m'asseoir. L'opinion qui m'observe peut déduire dans quelle situation je suis. Communication, non. Communication, elle m'a appris tellement de choses que c'est après sa mort que je me rends compte chaque jour que j'ai été élevé par une grande dame. Ma mère, elle est mon inspiration, elle est mon coach. Amen. Et quel boss est Fatou? Bon, je ne me sens même pas boss parce que, au fait, pour intéresser mes employés, pour qu'on vive dans un noyau de convivialité et qu'ils se sentent
comme ils sont. Lorsque je suis au bureau et que je dois recevoir un potentiel partenaire, ben, je m'habillerai conséquemment, je me comporterai conséquemment. Quand je suis à l'Abbé, à la coopérative ou à Kindia ou quand je suis à Lola, j'essaie d'être comme elles sont. Je prépare pour elles, on mange, elles sont émerveillées. D'autres viennent me trouver là, ah, c'est pas la dame qu'on voit tout le temps à la télé, mais comment elle peut être aussi simple? J'approche les filles, je leur parle, et souvent je profite lorsqu'on est autour d'un grand plateau en train de manger. Quand on a fini, je mange avec la main. Quand on a fini, je leur explique pourquoi les petites filles là doivent aller à l'école et être soutenues. C'est pour être comme moi. Je veux que vous dites ça à la caméra juste en face. Pourquoi les petites filles? Alors, pourquoi les petites filles doivent aller à l'école et rester à l'école jusqu'à finir les études? C'est pour qu'elles soient comme nous sommes aujourd'hui. Utiles au pays, utiles à la communauté et des personnes accomplies qui à leur tour vont aussi faire des enfants qui seront accomplis. Cheikh Modibo Diarra disait que lorsque vous épousez une femme qui n'a que le baccalauréat, elle va vous donner des enfants dont le moyen formé aura une licence universitaire. Donc, maintenir les filles à l'école, les aider, les accompagner, c'est une forme d'investissement inestimable qui va sortir tout le pays de la pauvreté. Vous l'avez compris, l'éducation des jeunes filles est un investissement de longue durée pour le développement d'un pays. Je ne fais que répéter ce que vient de dire Fatou. Merci encore pour cette édition de Boss Lady et je vous retrouve pour une nouvelle invitée passionnante qui a un parcours intéressant à partager avec nous.